Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours qui donc poursuit ce que nous avions entamé la dernière fois, c'est-à-dire l'entrée dans le processus de la fin de la guerre froide. Période vue aujourd'hui, 1981-1989. En effet, on a vu la dernière fois que les années Brejnev se terminaient par, une situation totalement bloquée, crise des euromissiles, invasion de l'Afghanistan en 79, blocage complet en Pologne avec l'état de guerre donc déclenché par le général Jaruzelski. Une situation donc bien sombre alors que les années 80 commencent et que le premier événement que l'on verra, bien sûr, sera déclenché par le décès de Léonid Brejnev lui-même. Brejnev qui disparaît en 1982, vous avez vu les petites slides que je vous ai montrées en début de ce cours, et la crise de succession va s'ouvrir et en même temps une grande crise dans tout le bloc soviétique. Alors pour le cours d'aujourd'hui, 3 parties, vous en avez reçu le plan, la première de la mort de Brejnev, à Andropov et Tchernenko, l'agonie d'un monde, de 1982 à 85. On va voir un peu ce qui se passe pendant cette crise de succession de Brejnev et l'agonie du début de l'empire, le début de l'agonie de l'empire soviétique. Une deuxième partie qui va nous montrer un peu la bissectrice de tout cela, c'est-à-dire ce que j'ai appelé les grands changements. Enfin, un réformateur arrive. C'était pas arrivé depuis Khrouchtchev, il s'appelle Gorbatchev, Mikhail Gorbatchev, à partir de 85, il va mettre en place tout un tas de réformes, on va le voir en détail tout à l'heure, sur la période qui va de 89 à 91, et qui verra, vous l'avez bien compris, la fin de la guerre froide en Europe occidentale en tout cas, pour l'Europe. Et puis troisième partie, après la petite pause que l'on fait habituellement, qui sera consacrée aux autres changements ailleurs, notamment parce que l'année 89 est une année considérable sur le plan des relations internationales, où tout va changer et qui va nous faire passer de la guerre froide à la construction de ce monde multipolaire dans lequel nous sommes encore à l'heure actuelle, et on verra évidemment tous les détails la semaine suivante lors du cours de clôture de cette histoire des relations internationales. Une année 89, on verra en Amérique latine ce qui va s'y passer, notamment au Chili, avec la fin d'une dictature emblématique qui est celle du général Pinochet, ce qui va se passer en Iran, premier État islamiste au monde, qui a largement diffusé notamment des attentats terroristes, et la mort du guide Ayatollah Khomeini en Iran en 1989, on verra un peu les conséquences. Et puis dernier point bien sûr de l'année 89, c'est le printemps chinois, qui se passe à Pékin, la place Tiananmen, la révolte des étudiants, qui après toutes les réformes économiques qui elles ont réussi en Chine communiste dans les années 70, menées par Deng Xiaoping, souhaitent pour la première fois des réformes politiques. Et bien sûr, on verra en quoi ce volet politique finira comme il a fini, hélas, à Budapest, comme il a fini à Prague. Le régime chinois communiste ne s'y trompera pas avec un réflexe qui sera le même que ceux des régimes précédents ailleurs à l'Est, c'est-à-dire envoyer les chars et écraser ce printemps de Pékin. Donc tout cela sera examiné. Je vous recommande quelques livres, vous avez vu les références. Le premier, c'est l'année 89, écrit par Pierre Grosser. Alors un ouvrage extrêmement intéressant, il se trouve que je ne l'ai pas ici, mais je pourrais vous en montrer la référence un peu plus tard. Cet ouvrage fait la synthèse de l'année 89 et c'est donc tout à fait intéressant de le lire. D'autres ouvrages également sont cités, vous le verrez. On peut aussi lire, je vous enverrai ça en référence, l'ouvrage sur la perestroïka qui avait été écrit par Gorbatchev. Deux cartes,
le monde post-guerre froide qui se construit, un petit planisphère, vous l'avez vu, et puis la fin des démocraties populaires en Europe, afin que vous saisissiez bien de quoi on va parler aujourd'hui. Alors le 10 novembre 1982, eh bien c'est la mort de Léonid Brejnev. Hein, c'est la fin d'un pouvoir qui a duré, comment dire, plus largement plus d'une décennie, hein, presque 20 ans de pouvoir, hein, pour Brejnev, et un pouvoir qui ouvre une crise de succession tout à fait claire. Alors cette crise de succession commence avec l'arrivée au pouvoir de son successeur, qui pourtant est vu comme un réformateur, qui est l'ancien chef des services secrets soviétiques du KGB, Yuri Andropov. Andropov, qui devient le successeur de Brejnev le 12 novembre 1982, mais qui décédera 15 mois plus tard, hein, le 9 février 1984, après avoir tenté de faire un peu bouger les choses et de mener quelques réformes intérieures. Il faut dire que ça devient de plus en plus urgent. L'Empire soviétique est paralysé par une course aux armements d'une part qui coûte de plus en plus cher. On l'a bien compris, hein, c'était une des nécessités d'ailleurs d'Helsinki et du processus de désarmement, mais aussi par tout simplement une paralysie économique, hein, de plus en plus grande, de tout le système qui, miné par la corruption, miné par des paralysies administratives, se rouille de plus en plus. Alors que côté occidental, eh bien, le début des années 80, c'est aussi, notez-le, à partir de 81, l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, hein, un républicain dont le programme, hein, est vraiment particulièrement de virulent anticommuniste et qui va accentuer encore la course aux armements, notamment par un programme de défense satellitaire qu'on appellera la guerre des étoiles, et afin d'épuiser, hein, le plus possible l'Union soviétique dans cette course aux armements, et ainsi de provoquer, d'achever de provoquer une crise au sein du système, afin évidemment de gagner la guerre froide et de faire fissurer le bloc. On verra néanmoins que ce qui fera fissurer le bloc, ce seront les réformes de Gorbatchev à partir de 85, qui vont évidemment achever le processus, on y reviendra. Alors, que fait Andropov en arrivant aux affaires? Sur le plan intérieur déjà, il va tenter de renforcer la lutte contre la corruption. Hein. Il va notamment tenter de commencer quelques réformes économiques, hein, pourtant bien que personnage quand même conservateur, issu quand même du KGB, et sachez aussi qu'il va prendre sous son aile un jeune technocrate soviétique qui commence à monter, qui s'appelle Gorbatchev. C'est important de le savoir que Andropov, qui ne va régner que 15 mois, avait prévu comme successeur Gorbatchev, ce qui n'arrivera pas. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ça retardera encore un peu plus, hélas, des réformes qui auraient été décisives. Sur le plan international, il va tenter de faire bouger les choses, mais la situation est vraiment dramatiquement gelée. En Pologne, personne n'est dupe de l'influence à l'époque de Brejnev sur le processus du lancement de la loi martiale, sur les chars en Pologne qui ont tout contrôlé, les arrestations massives, sur aussi, on le sait, cette malheureuse tentative d'assassinat contre le pape polonais Jean-Paul II au début des années 80 qui échouera, mais néanmoins on ne se trompe pas derrière tout cela, on voit la main de Moscou et de ses alliés évidemment pour essayer de se débarrasser de ce pape emblématique qui auquel une bonne partie de la résistance polonaise s'identifie de plus en plus. Hein. Et néanmoins, il va tenter de faire bouger les choses sur le plan international, Andropov, mais il n'en aura pas tellement le temps, et hélas, les événements ne vont pas lui être très utiles. Première chose, c'est tenter de sortir de cette fameuse crise des euromissiles. Hein, les fameux missiles SS-20, rappelez-vous, qui étaient déployés notamment sur le territoire de la RDA, dirigés vers les États-Unis,
fameux missile SS-20, dont je vous rappelle quand même qu'il faudra attendre 1987, hein, ils ont été déployés en 77, il faudra attendre 87 et donc Gorbatchev pour que il soit définitivement démantelé. Alors Andropov tente déjà quelque chose en décembre 82, c'est-à-dire de ne plus pointer ses missiles vers les pays occidentaux et vers les États-Unis, hein, mais plutôt vers l'Asie. Bon, évidemment, ça ne marche pas, c'est un échec, on voit bien sûr que c'est une esbrouffe, que les missiles restent en place et que le fait qu'ils soient déployés dans un sens ou dans un autre ne changerait pas grand-chose en cas de conflit. La deuxième chose qui se passe, c'est plutôt, hélas, une grosse bavure, c'est que voilà que le 1er septembre 1983, eh bien, un Boeing d'école de Séoul, en Corée du Sud, et se rend donc vers les pays occidentaux. Et pour cela, bien sûr, ce Boeing passe au-dessus de la Sibérie. Et malheureusement, la DCA soviétique le repère pour des raisons X ou Y, on ne sait pas trop pourquoi, notamment au niveau des communications radio, et abat par erreur ce Boeing rempli de civils, hein, un 747, vous imaginez des centaines de morts, hein, qui sont comment dire, abattus ainsi par la DCA soviétique. Et le problème, c'est que les soviétiques gèrent très mal l'affaire, plutôt que de poser des excuses, etc. Il y a grande confusion. On dit que c'était pas un vrai Boeing qui avait abordé ces espions de la CIA, etc., etc. Côté occidental, Reagan, fraîchement élu, fortement anticommuniste, dénonce évidemment une épouvantable provocation, un crime, hein, et la tension monte sur le plan international. Il n'y a pas à dire, cette affaire du Boeing sud-coréen va empoisonner un peu plus les relations avec les soviétiques. Ça ne sert pas la politique d'Andropov qui tentait une ouverture. Il y aura après, bien plus tard, on admettra que c'était une erreur, etc. Il y a encore des polémiques aujourd'hui disant qu'il y avait à bord de ce Boeing des caméras espions, etc. Mais bon, donc voilà, on imagine le nombre considérable de vols qui ont lieu encore aujourd'hui, puisque c'est une route bien connue que celle de passer au-dessus de la Sibérie pour les vols internationaux. On a du mal à croire quand même qu'une simple erreur ait pu c'est plutôt une bêtise, surtout de la DCA soviétique. Voilà. Donc ça, c'est un autre aspect du court règne d'Andropov, pas du tout à la gloire de l'Union soviétique, vous en conviendrez. Troisième point, c'est une tentative de sortir du guêpier afghan. Oui, donc il tente de sortir de la crise des euromissiles, il tente de réparer un peu les erreurs de Brejnev, il tente de sortir du guêpier afghan. En 1979, invasion de l'Afghanistan, ce Vietnam, ce bourbier épouvantable pour l'armée rouge. Et il va donc tenter de négocier avec le commandant, déjà de l'époque, qui était bien connu, et qui sera encore plus connu au début des années 2000, c'est le commandant Massoud. Hein. Donc tentative de négociation avec Massoud qui échouera lamentablement. Donc l'Afghanistan étant devenu entre-temps, si je puis dire, l'emblème hein, d'un des points les plus chauds de la guerre froide, un hotspot hein, vraiment, et donc qui va servir notamment à la propagande, aux films hollywoodiens, de la propagande vraiment anticommuniste que va notamment beaucoup développer Reagan, hein, notamment au travers des films, c'est la période de tous ces films, les films Superman, les films Rocky, les films aussi donc des Rambo, hein, vous savez, ce héros de la guerre du Vietnam qui est employé pour des opérations musclées pour sauver des otages victimes des régimes communistes dans le monde, en tout cas à l'époque, hein, et notamment du fameux Rambo 3 qui sort à cette époque-là où notre cher Sylvester Stallone va aller délivrer des otages américains en Afghanistan. Voilà. Donc l'Afghanistan vraiment est le hotspot de la période. On tente comment dire, Andropov tente de sortir de ce guêpier, mais ça échoue lamentablement, et ça ne fera que renforcer encore la propagande anticommuniste. C'est aussi la période, ne pas l'oublier, où il y a cette fameuse querelle des Jeux Olympiques, ne pas l'oublier sur le plan international, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de Moscou au début de la décennie, qui sont boycottés par les Occidentaux, hein, donc vraiment
la guerre froide là bat son plein. Et puis ensuite les fameux Jeux Olympiques de Los Angeles. Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, donc un peu après la fin de la courte période Andropov, et chez ces Jeux Olympiques de Los Angeles qui seront présentés vraiment comme l'emblème de la victoire, de l'annonce de la victoire des Occidentaux et des États-Unis contre le communisme et donc Reagan, à qui on accréditera, vous le savez, un peu plus tard, le fait d'avoir gagné la guerre froide, en tout cas du côté du monde occidental. À ce sujet, je vous mettrai dans les vidéos que je vous envoie, comme d'habitude, après le cours, donc le jeudi soir, la référence de la fanfare de ces Jeux Olympiques de 84, qui vraiment est tout à fait significative. Vous pourrez l'écouter, composée à titre anecdotique par un certain John Williams. Vous savez très bien qui est John Williams, compositeur de toutes les grandes musiques hollywoodiennes, dont la saga Star Wars, jusqu'encore aujourd'hui dans notre 21e siècle. Alors, autre tentative d'ouverture, revenons-en un peu à notre cher Andropov, autre tentative d'ouverture d'Andropov, ça va être tout simplement d'essayer d'éponger encore une autre erreur du brejnevisme, qui a été l'écrabouillement du printemps de Prague en 68, l'arrestation des pauvres Dubček et Novotny, transformés en simples ouvriers, en simples jardiniers, rééduqués politiquement, et donc Andropov envoie une lettre d'excuse à Dubček, voilà, proposant de rencontrer. Dubček bien sûr refuse, n'est absolument pas dupe, donc comment dire, de cette main tendue, disant oui voilà, si vous voulez quelque part vous excuser, vous appliquez de toute urgence nos suggestions de réforme économique, notamment de socialisme à visage humain. Il serait grand temps que le camp socialiste comprenne tout cela. Et donc bien sûr, ça aussi, ce sera un échec. Et puis Andropov n'a pas le temps tellement de faire autre chose. Il meurt officiellement en février 84 d'une insuffisance rénale. Il a tenté que ce soit Gorbatchev, ce jeune technocrate vraiment réformateur, plein d'idées, avec toute une nouvelle équipe renouvelée, qui aurait pu lui succéder, mais non, c'est la vieille garde qui l'emporte encore au Politburo. On avait mis Andropov parce que c'était après Brejnev, parce que c'était comment dire, l'ancien chef du KGB, l'homme de la répression de 56 en Hongrie, etc. Quelqu'un qui avait vraiment joué un grand rôle. Bon, cette fois-ci, on va mettre un vieux technocrate déjà très très malade qui arrive au pouvoir. Il s'agit de Konstantin Tchernenko. Vous avez vu la photographie que je vous ai mis dans le petit slide du début. Tchernenko, donc 13 mois seulement de pouvoir, encore moins, 13 février 84 au 10 mars 85. Et il accède au pouvoir, il a 72 ans, il en paraît déjà beaucoup plus, il est vraiment dans un état très très réduit, Tchernenko, et donc pas grand chose va se passer pendant son règne, si je puis dire, son court règne, si ce n'est quand même une dégradation supplémentaire des relations avec l'Allemagne de l'Est, déjà bien dégradée, puisque l'Allemagne de l'Est n'avait pas vraiment apprécié d'être en gros considérée comme un bouclier en cas où la crise des euromissiles déclencherait une guerre mondiale. Rappelez-vous de ça, je vous en ai parlé la dernière fois, avec la volée de bois vert que Brejnev avait renvoyée à Erich Honecker, le maître incontesté de l'Allemagne de l'Est depuis la construction du mur en 61. Et là, c'est un rappel à l'ordre que le dirigeant soviétique va faire à Honecker, tout simplement en indiquant qu'il ne devait pas se rendre en Allemagne de l'Ouest. C'est une période, je vous le rappelle, on est toujours dans le sillage d'Helsinki, dans le sillage de l'Ostpolitik qu'avait institué Willy Brandt, et donc il se voit interdit de se rendre en Allemagne de l'Ouest pour un voyage officiel. C'est vraiment un rappel à l'ordre particulièrement désagréable que va subir Honecker. C'est la période aussi où en France, ne l'oubliez pas, à
partir de 81, il y a un changement de donne politique important, puisque la gauche revient au pouvoir avec François Mitterrand en mai 81, et elle revient au pouvoir pour la première fois depuis 1936 quand même, hein, donc c'est quand même assez impressionnant. Et Mitterrand va faire un voyage en juillet 84 à Moscou, et dans lequel il va évoquer, et ça va faire un grand scandale dans les relations franco-soviétiques de l'époque, il va évoquer le cas du dissident, le physicien Andreï Sakharov, qui est devenu entre-temps un des grands emblèmes de la dissidence anti-soviétique, après Solzhenitsyn, hein, rappelez-vous, et demandant à ce que ce physicien soit libéré du camp dans lequel il se trouvait. Cela va évidemment être un moment d'éclat important de la période. Et puis c'est aussi la période où on boycottera. Donc effectivement, je vous l'ai dit, les soviétiques, le camp socialiste va boycotter les Jeux Olympiques, les fameux grands Jeux Olympiques de Los Angeles de 84, si emblématiques du triomphe, si je puis dire, de la politique anticommuniste de Reagan. Alors, voilà où on en est au milieu de cette année 85, on sera bien d'accord de le dire que nous sommes dans une paralysie quasi générale de tout. Côté français, il fallait pas attendre grand-chose. Je vous rappelle que quand l'état d'urgence, et j'aime bien rappeler cette anecdote, que l'état d'urgence polonais s'est transformé en loi martiale, hein, en état de guerre, avec Jaruzelski, donc au début des années 80, le maître de la diplomatie française de l'époque, Claude Chesson, déclarera aux questions des journalistes, mais que va faire la France, etc. Est-ce que la France, héritière, toute la politique d'indépendance de Gaulle, fera quelque chose, comment dire, pour s'exprimer quand même de son indignation. Et Chesson répondra que la France ne fera, je cite, naturellement rien. Principe de non-ingérence de la guerre froide, qui battait vraiment son plein au début de ces années 80. Il va falloir attendre, même si l'Empire soviétique est exsangue, même s'il n'arrive pas à suivre la course aux armements effrénée pour laquelle Reagan redonne un coup de fouet au début des années 80, eh bien, il va falloir attendre que, effectivement, les réformes viennent d'en haut. Et les réformes vont venir d'en haut, en effet, puisque ça va être cette fois-ci l'arrivée enfin d'un réformateur aux affaires, en la personne de Mikhaïl Gorbatchev. Gorbatchev, donc héritier voulu par Andropov, et qui arrive avec un programme particulièrement d'urgence, de réformes économiques, dont il dira, je vous le rappelle, c'est très important, que ce programme était largement inspiré des réformes qu'avaient mises en place Dubček et Novotny, son programme économique, à savoir la perestroïka, était un programme basé sur les réformes économiques de Novotny, et la glasnost, la transparence, programme politique, lui, était largement basé, et on va le voir en détail, sur le socialisme à visage humain, c'est-à-dire toutes les réformes libérales que voulait tant mettre en place Dubček. Il faut dire que ça devenait urgent. L'URSS, en 85, était au bord de l'effondrement économique. Quelques chiffres, alors que le budget des États-Unis atteignait seulement 8% du PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire un programme, je vous le rappelle, effréné d'accélération de la course aux armements, les soviétiques suivaient à très grande peine avec un programme militaire qui était plus du double, soit 20% du PIB. Donc là, il y avait vraiment de très très graves problèmes. On était dans des situations qui ressemblaient un peu à celles de la faillite de la RDA dans les années 70. Rappelez-vous qu'il y avait tant mené, argumenté pour une construction du mur 10 ans auparavant. Là, c'est un peu la même chose. Problème d'approvisionnement, problème économique très sérieux. Les magasins sont vides. Un alcoolisme, débordant,
il était vraiment temps d'agir, notamment la corruption généralisée de tout le système faisait qu'il était temps effectivement d'agir pour Gorbatchev, qui donc va développer une politique en deux horizons. Alors déjà, Gorbatchev, il est jeune, hein, il est né en 1931, donc faites le calcul, hein, c'est vraiment un rajeunissement impressionnant, hein, non seulement pour la tête, comment dire, de l'Union soviétique, mais aussi pour tous les ministres qui vont l'entourer, hein, notamment le vieux Gromyko, qui était le maître de la politique étrangère, hein, qui avait succédé, rappelez-vous, à Molotov. Hein, alors imaginez, ça nous ramène très loin tout ça avec Staline. Ensuite, on a eu vraiment une ère très très longue hein, de cette diplomatie qui avait été menée par Gromyko. Et ça s'est terminé avec Gorbatchev, qui va installer Édouard Shevardnadze, un Géorgien qui sera le porte-parole de la politique de détente hein, que va lancer Gorbatchev, et tellement bien la lancer qu'effectivement elle mènera donc à la fameuse année 1989. Alors, ça commence par une campagne anti-alcoolique dès le mois de mai 1985, hein, qui est lancée dans le pays, et ça c'est en matière de politique intérieure, hein, et puis donc aussi en matière de politique intérieure, hein, eh bien c'est ce qu'on va appeler la perestroïka. Hein, là aussi, il est temps d'agir. Et en quoi consiste-t-elle, cette perestroïka, c'est-à-dire la restructuration hein, économique? Eh bien, 5 points importants sont à retenir. Hein. D'une part, la possibilité de créer des petites entreprises. Deuxième point, de libérer une partie de l'activité économique. Troisième point, de rendre la propriété de leurs terres aux paysans. C'est considérable. L'Union soviétique du début des années 20, c'était tout le contraire, hein, rappelez-vous quand même. Quatrième point, on va autoriser la notion de profit dans les entreprises. Ceci, c'est complètement incroyable et inimaginable hein, dans l'Union soviétique communiste. Hein. Et puis, cinquième point, de manière générale, on introduit les notions du capitalisme de base hein, dans l'économie socialiste. L'idée est de bâtir une sorte d'économie mixte, un peu inspirée de ce qu'avait fait dès les années 50, si je puis dire, la Yougoslavie de Tito, hein, de ce qu'avait fait la Hongrie après 56, dans les années 60-70 avec Kadar et le socialisme goulash, de ce qu'ont fait Novotny et Dubček dans les années 60 et jusqu'en 68. On n'a rien inventé, cette perestroïka, et Gorbatchev le dira lui-même, est directement vraiment inspiré hein, de toutes ces réformes, et plus particulièrement de celles des Tchèques. Là, c'est vraiment le coup de tonnerre dans le monde soviétique que de voir des réformes pareilles se mettre en place. D'autant plus que le volet politique, lui, ne va pas être en reste, hein, toujours en matière de politique intérieure. Cette fois-ci, c'est la restructuration. Hein, donc la restructuration économique, perestroïka, et glasnost, c'est-à-dire la transparence, la liberté d'expression. Et oui, alors là aussi, on retrouve vraiment, ça fait beaucoup penser à ce qu'avait mis en place Dubček. On va réduire hein, le rôle du Parti communiste, qui était pourtant tout pouvoir dans l'Union soviétique. On va établir un multipartisme. Hein, ça aussi, c'était quelque chose qui était complètement disparu. Hein. Alors, imaginez l'influence que ça pourrait avoir dans les pays du bloc, hein, où le multipartisme, on en avait encore des souvenirs. Hein, dans l'Union soviétique des années 80, ça nous ramenait au tout début de la révolution, hein, avant le coup d'État communiste. Hein. Donc tout ça a été quelque peu révolutionnaire et absolument incroyable. Les manifestations étaient autorisées à nouveau, on libérait les dissidents. Sakharov,
qui, quelques années auparavant, était encore détenu dans les prisons de Tchernenko, va devenir libre. Hein, c'est la liberté d'expression, la presse, bien sûr. Il va y avoir des journaux spéciaux de la perestroïka, terminé le journal monolithique de la Pravda. Hein. Tout le monde dans l'Empire soviétique va désormais pouvoir revendiquer ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, et les cadres du parti encore au pouvoir sont tenus, hein, bien sûr, de faire remonter tout cela à Moscou pour que le grand travail de la réforme qu'a lancé Gorbatchev se mette en place. Et bien sûr, tout cela ne va pas être sans conséquences. Alors sur le plan extérieur, évidemment, on remarque quand même que ça bouge. Gorbatchev, ça n'est plus ce qu'avait tenté de faire en son temps, donc Khrouchtchev. Hein. Khrouchtchev, rappelez-vous, c'était la coexistence pacifique, la main tendue. Là, c'est vraiment le désarmement, la main tendue, les négociations. On veut mettre fin à la guerre froide. Hein. Cette fois-ci, vraiment, on entre vraiment dans une phase particulièrement active, hein, de la détente. Mais les conséquences, évidemment, de tout cela vont être considérables, et d'abord dans l'Empire soviétique lui-même. Je renvoie toujours à ce stade du cours sur un ouvrage que j'estime tout à fait essentiel, qui a été publié bien des années auparavant, à la fin des années 70 ou 79, par l'historienne française Hélène Carrère-Dancos, et qui s'appelle L'Empire éclaté. Cet ouvrage tout à fait remarquable explique par A plus B comment, en effet, l'Union soviétique était en fait l'héritière dans ses possessions territoriales des empires coloniaux constitués par les tsars depuis le XVIIe siècle, voire avant, et comment ces liens coloniaux, du moment qu'on desserrait le joug politique, hein, que ce soit l'Empire, que ce soit les régimes communistes, hein, les républiques socialistes soviétiques, etc., et bien du moment que ce joug était desserré, et bien tout cela, évidemment, allait reprendre un rythme normal, et ces États allaient demander finalement leur indépendance, et c'est exactement ce qui va se produire. Et c'est pour ça, parce que d'en haut, depuis Moscou, ces réformes, ont été lancées, que sur le plan politique notamment, que tout le système va se défaire. Et c'est aussi pour ça, et on le verra dans la troisième et dernière partie tout à l'heure, que à Pékin, et les dirigeants pourtant réformateurs économiques, hein, au pouvoir au moment du printemps de Pékin, au début de l'été 1989, n'hésiteront pas à utiliser la répression, car ils ont vu, à partir de 85, les fissures que cela commençait à provoquer dans l'Empire soviétique, et ils ne s'y sont pas trompés. Le système peut se réformer peut-être économiquement, mais mettre l'économique et le politique en même temps, c'est l'explosion. Et c'est exactement ce qui va se produire avec Gorbatchev. C'est une réussite, oui, parce que ça met fin à la guerre froide dans le monde occidental, ça va relancer la construction européenne, on le verra dans notre prochain cours, mais sur le plan de l'existence même intrinsèque de la Fédération socialiste soviétique, de l'URSS, c'était inévitablement une mort annoncée. Mort annoncée, d'autant plus que le 25 avril 1986, cette fois-ci, c'est le système nucléaire nucléaire civil, dont était si fier, le régime soviétique, qui cette fois-ci montre ses limites. Et voilà qu'en Ukraine, en République socialiste ukrainienne, le 25 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Elle explose parce que vermoulue, parce que mal entretenue, parce que le système de nucléaire, vétuste, devenu de plus en plus vétuste, car pas bien géré, à l'image de tout le système. C'est un grand symbole, là, que cette catastrophe majeure sur le plan écologique, qui encore aujourd'hui a des conséquences. Hein. Les incendies qui ont eu lieu lors de l'été 2020, au printemps, l'été 2020, en Ukraine, hein, ont recommencé à refaire remonter le taux de pollution radioactive dans la région, hein, dans la région de Tchernobyl. Donc c'est un problème qui empoisonne une bonne partie
de l'Europe et du monde encore aujourd'hui. Vous me direz, il y en a eu d'autres, il y a eu Fukushima au Japon, etc., etc. Mais Tchernobyl, c'est vraiment le grand symbole de cette période. 25 avril 86, explosion de cette centrale, gestion calamiteuse sur le plan de la communication soviétique, évidemment vanier au départ. Ensuite, on reconnaîtra l'affaire, on appellera à l'aide bien trop tard. Les soviétiques vont sacrifier énormément d'hommes pour construire un sarcophage pour protéger ce noyau nucléaire à nu désormais dans l'air libre et qui répand évidemment de la radioactivité partout. Aucun pays d'Europe ne sera exempt de cette pollution radioactive, qui fera de manière directe, presque jusqu'à 5000 morts quand même, et encore aujourd'hui, avec des conséquences qu'on ne mesure pas, surtout le nombre de cancers qu'elle aura déclenché au fur et à mesure des années, des décennies qui s'écoulent. Premier grand désastre écologique de la fin du XXe siècle, qui est Tchernobyl, et c'est en URSS que cela a lieu. Alors, revenons-en à Gorbatchev. L'Empire va se fissurer, il va commencer à se fissurer au niveau des républiques d'Asie centrale. Toute la frange, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan, Azerbaïdjan, petite Arménie, je le dis parce que une partie des conséquences de l'indépendance de l'Arménie, c'est une très bonne chose d'ailleurs, vont naître aussi de la fin de cet empire soviétique. Un Caucase donc qui va devenir de plus en plus fissuré et compliqué, qui va demander son indépendance, et tout cela va se provoquer beaucoup de remous jusqu'à la fin même de l'Union soviétique, qui finira par disparaître, comme vous le savez, à la fin de l'année 1991. Ce sera la fin non seulement du pouvoir de Gorbatchev, mais de l'existence de l'URSS tout court. Et en 1992, la naissance de la communauté des États indépendants, avec une Russie, une république russe, dirigée par donc le premier président non communiste russe, qui sera Boris Yeltsin. Vous savez que son successeur sera, au début des années 2000, Vladimir Poutine. C'est toujours le cas à l'heure actuelle. Alors, pour en revenir à notre période, donc c'est en effet sur le plan notamment de la politique étrangère extrêmement impressionnant tout ce qui va se passer. Où toutes ces réformes se mettent en place sur le plan intérieur, où ça commence à se fissurer dans l'Asie centrale soviétique, où on le sait, l'Ukraine ensuite, la Moldavie et les petits États baltes et la Biélorussie, elles aussi, vont acquérir progressivement tout simplement leur indépendance. Eh bien, sur le plan de la politique étrangère, à partir de 85, les gestes sont vraiment tout à fait significatifs. Donc dès juillet 85, tout de suite, je vous l'ai dit tout à l'heure, Gromyko, qui incarnait, comment dire, la paralysie de la politique soviétique à la Brejnev, eh bien, est limogé, remplacé par Shevardnadze, donc qui fait partie de la jeune équipe réformatrice de Gorbatchev, et Shevardnadze est là pour vendre la politique étrangère de détente de Gorbatchev. C'est très clair. En août 85, tout de suite, vraiment, au tout début du pouvoir de Gorbatchev, l'URSS annonce qu'elle arrête les essais nucléaires. C'est quand même absolument incroyable. On était en pleine guerre froide, en pleine période de menaces, même de conflits, et voilà que l'URSS met un terme à ces essais nucléaires. Dès novembre 1985, il y a une première rencontre entre Gorbatchev et Reagan. On commence à discuter. Reagan sait très bien qu'il a tout intérêt à accepter la main tendue de Gorbatchev, parce qu'il sait très bien que désormais, eh bien, c'est du côté des États-Unis qu'est l'initiative, et que les Soviétiques, il va falloir, les amener de plus en plus à la négociation. Gorbatchev est tout à fait d'accord pour le faire, mais sachant qu'ils puissent garder, si je puis dire, sauver leur honneur et garder la tête haute. 1986, donc, à Reykjavik, eh bien, ce sera les premières
les premiers accords sur la limitation des armes nucléaires, sur le désarmement. On va détruire progressivement les arsenaux nucléaires. Et puis, on en arrive au fameux sommet de Malte. Je vais assez vite dans la chronologie, bien sûr. Vous aurez l'occasion de la reprendre plus en détail. En décembre 89, donc à Malte, où cette fois-ci Gorbatchev est le successeur de Reagan, son vice-président Bush, devenu président des États-Unis entre-temps, après les 2 mandats de Reagan, eh bien, annonce officiellement que la guerre froide est terminée au sommet de Malte. Donc vous voyez en quelques années à peine à quel point tout est complètement bouleversé et changé. Alors, toujours sur le plan de ce que va faire Gorbatchev, la suite, avant d'aborder donc les autres grands changements ailleurs, dans cette deuxième partie, au niveau de l'URSS, cette deuxième partie, donc sur les grands changements de 89 à 91, bon, vous avez bien vu tout ce qui se passait, et côté intérieur soviétique, il faut retenir que en 1991, le 20 août 1991, il va y avoir une tentative d'arrêter Gorbatchev dans toutes ses réformes. On va revenir dans un instant sur la kyrielle de tout ce qui va se produire dans le bloc, le futur ex-bloc soviétique, qui bien sûr va se libérer, en profiter bien sûr de toutes ces réformes pour appliquer le gorbatchevisme et donc quelque part organiser des élections libres qui cette fois-ci vont se tenir pour la première fois depuis ce qu'avait promis Staline après 1945. Et néanmoins, la vieille garde du parti va tenter une ultime opération parce qu'un certain nombre d'ultra-conservateurs, parmi les séides du vieux classique du Parti communiste soviétique, ne veulent plus entendre parler de toutes ces réformes. Ils voient bien que l'Empire est en train de s'effondrer, et en même temps leur pouvoir oligarchique, ça va de soi. Et le pompon, si je puis dire, qui va peut-être déclencher cette opération, c'est la perte des acquis directs de Staline. Après 1945, c'est-à-dire les États baltes, qui en janvier 1991 vont s'émanciper. Gorbatchev, en plus, empêchera une opération militaire, il faut le savoir, qui avait été décidée par une partie de l'armée et des officiers de l'état-major pour aller réprimer la tentative d'émancipation des Baltes. Les États baltes deviendront libres et indépendants. Gorbatchev va empêcher qu'il y ait une répression contre eux, et c'est ce qui va emporter l'idée définitive des classiques du parti d'essayer de se débarrasser de ce réformateur qui est devenu complètement incontrôlable pour le parti. Et qui est Gorbatchev. C'est comme si Dubček, le socialisme à visage humain, avait pris le pouvoir à Moscou en 1968, vous imaginez. C'est un même tollé dans le monde ultra-conservateur communiste. L'année 89, tout le bloc disparaît, on va y revenir dans un instant. La chute du mur de Berlin en novembre 89 est un tremblement de terre absolu dans la chronologie de cette période, cela va de soi. Mais la perte des États baltes, l'émancipation de la Moldavie, de l'Ukraine et de la Biélorussie, sans parler de la situation dans les pays d'Asie centrale, tout cela fait que le 20 août 1991, des putschistes dirigés par Guennadi Yanayev profitent du fait que Gorbatchev soit en vacances dans sa datcha à Foros, au bord de la mer Noire, pour mobiliser des troupes putschistes à Moscou, s'emparer de tous les centres du pouvoir et installer un gouvernement de transition, indiquant que Gorbatchev avait été victime d'un accident, de santé, comme on disait dans la grande tradition soviétique. Alors aussitôt, le monde s'affole. Que se passe-t-il? Est-ce que l'Union soviétique va revenir en arrière? L'Allemagne d'Helmut Kohl, imaginez, 1991, nous sommes en plein dans l'achèvement du processus de la réunification allemande, et l'Allemagne d'Helmut Kohl va
condamner le processus. Je vous rappelle que l'Allemagne se réunifie en un temps record, on verra tout à l'heure, entre le 9 novembre 89 et le 3 octobre 90. On est donc quelques mois après la réunification allemande, hein, un peu moins d'un an, et Kohl, évidemment, a très peur. Hein, vous imaginez, donc si Moscou redéployait les chars et reprenait le contrôle de tout ce qui est en train de partir. Et la France, par contre, plus prudente, sans doute, vieille tradition diplomatique, Mitterrand dira qu'il faut, comment dire, attendre la situation, qui reconnaîtra même le gouvernement provisoire. Faux pas politique que tous les livres d'histoire dénonceront, hein, bien sûr. D'autant plus que qui va faire échouer le putsch, c'est les Russes eux-mêmes. C'est les Russes eux-mêmes et qui? Eh bien, le président de la Russie, encore soviétique de l'époque, de l'État soviétique russe de l'époque, un certain Boris Yeltsin, personnage tapageur, personnage haut en couleur, très populaire à Moscou, et Boris Yeltsin va sauver, si je puis dire, le processus de réforme de Gorbatchev. Qu'est-ce qu'il fait, Yeltsin? Dès qu'il voit ça, donc il sort avec les députés de l'Assemblée russe, qu'on appelle la Maison Blanche, et il appelle toute la population à descendre dans les rues et mettre hors service tous les chars que les soviétiques ultra-conservateurs ont déployés dans les rues. Et il va monter sur un char devant toutes les caméras, imaginez, occidentales, et dire que, évidemment, il faut, comment dire, bloquer ces putschistes. Sur le plan médiatique, le putsch, qui n'avait pas beaucoup d'assises, s'écroule. Gorbatchev revient à Moscou, Helsinki va l'accueillir à l'aéroport. Le processus des réformes, nous sommes à l'été 91, est sauvé, pas pour très longtemps, puisque rapidement, eh bien, c'est Helsinki qui va jouer sa carte, la carte de la fin de l'Union soviétique, de la fin du Parti communiste, jugé comme dangereux puisque putschiste. Et donc, Gorbatchev annoncera, vous le savez très bien, le 25 décembre 1991, non seulement qu'il démissionne, mais que l'URSS, eh bien, cesse d'exister. Le drapeau rouge, qui était depuis, comment dire, la révolution bolchevique, au sommet d'une des tours du Kremlin, sera détaché et remplacé par le drapeau tricolore de la Russie et de ce qu'on appellera l'issue du processus de Minsk, c'est-à-dire la fédération des États indépendants, hein, finalement la Confédération des États indépendants, la CEI, hein, que va présider Boris Yeltsin, premier président de la Russie post-communiste, hein, à partir de janvier 1992. Donc voilà ce qui se passe pour les conséquences de cette glasnost et de cette perestroïka jusqu'à la fin de l'histoire de l'URSS. Et puis bien sûr, on peut ne pas évoquer, bien sûr la fameuse année 89. Hein. Donc cette fois-ci, nous revenons directement en Europe. Hein. Nous revenons directement en Europe et dans la future ex-Europe de l'Est, hein, où du nord au sud, eh bien, les États communistes, les uns après les autres, hein, vont tout simplement disparaître. En Pologne, l'état de guerre s'est terminé, vous le savez. Jaruzelski est resté au pouvoir, et puis progressivement, voilà que à partir de 85, en effet, les mouvements de contestation reprennent. Cette fois-ci, Moscou. Et c'est ça le processus qui va faire que tout va changer dans le bloc de l'Est. Moscou ne soutient plus les régimes en place, un peu comme Khrouchtchev ne soutenait plus les vieux staliniens, rappelez-vous, donc de Bayreuth en Pologne, rappelez-vous de Rákosi en Hongrie, tous ces gens qui avaient été mis en place par Staline et qui bien sûr n'étaient plus soutenus par Khrouchtchev. Là c'est le même processus qui se passe, sauf que cette fois-ci on va aller jusqu'au bout. Hein. On va aller jusqu'au bout et le processus
comment dire, déclenché donc en Pologne, de réformes et surtout de contestations mis en place par donc Lech Wałęsa, ce syndicaliste, président du syndicat Solidarité à Gdansk, cette grande ville portuaire du nord de la Pologne, c'est-à-dire Danzig. Eh bien, donc va donc de plus en plus être soutenu. Des manifestations monstres ont lieu dans toute la Pologne. La direction du Parti communiste polonais va entrer, elle, dans une stratégie de négociation que l'on va appeler les tables rondes. Et donc, rapidement, un gouvernement de transition va être mis en place, des élections vont avoir lieu, et le communisme disparaîtra de la Pologne définitivement à partir du mois d'août 89. C'est le premier État qui sortira définitivement du communisme, et Lech Wałęsa très rapidement deviendra le premier président de la Pologne libre. Entre-temps, dès le mois de juin 89, donc bien avant la chute du mur de Berlin, dès le mois de juin 89, même processus de transition en Hongrie, où très symboliquement, vous avez vu les images que je vous ai projetées en début de ce cours, très symboliquement, donc Gyula Horn, donc un des leaders des réformateurs communistes hongrois de l'époque, qui sera aussi Premier ministre de la Hongrie plus tard, mais là il s'agit de la future période post-communiste, ira découper lui-même les barbelés du rideau de fer entre la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. C'est le début de la grande hémorragie. Une bonne partie des touristes, entre guillemets, est-allemands, qui voudront partir vers l'Autriche, neutre, je vous le rappelle, encore à cette époque-là, bien sûr, le feront par la Hongrie. C'est le fameux été 1989. On laisse tout filer, Moscou n'interviendra pas, Gorbatchev estime que c'est l'application de ces réformes, et en RDA, la situation bouge de plus en plus, manifestations géantes à Leipzig, manifestations géantes bien sûr à Berlin, des centaines de milliers de personnes, 1 million de personnes qui iront jusqu'à manifester le 4 novembre 1989 à Berlin, alors que l'Allemagne de l'Est, paradoxe de tous les paradoxes, fête à cette époque-là son tout simplement le 40e anniversaire, 1949, de sa création. C'est tout le paradoxe. Je vous recommande de regarder les images de ces célébrations complètement surréelles, où on voit Honecker en train d'assister au défilé anniversaire du 40e anniversaire, donc au défilé anniversaire des 40 ans de la RDA, donc alors que quelques jours plus tard, le mur de Berlin volait en éclats le 9 novembre 1989. Et il faut rappeler l'anecdote que le ministre de la Sûreté de l'époque, Günther Schabowski, dans une conférence de presse, annonce tout simplement une question d'un journaliste, qu'il n'a pas été informé que il y avait désormais une quelconque interdiction pour se rendre librement de l'est à l'ouest de la ville. Et ça fait une traînée de poudre absolument phénoménale. Bien évidemment, les gardes frontières n'ont pas été alertés. Leur présence d'esprit fera que on laissera passer la foule absolument gigantesque d'Allemands de l'Est qui vont se masser contre le mur et qui vont progressivement passer à l'ouest de façon tout à fait libre. Peu de temps après, le mur commencera à être attaqué à coups de barres de fer, à coups de marteau, et il va s'effondrer. C'est la fin du mur de Berlin. Personne n'a été là pour soutenir une quelconque volonté de répression. Honecker sera très rapidement mis en minorité au sein du Parti communiste est-allemand. Des réformateurs arriveront aux affaires, histoire de faire la transition, tout simplement, avec l'Allemagne de l'Est, ce sera entre l'Est et l'Ouest, 18 octobre, donc même avant que le mur tombe, c'est la démission, la mise à l'écart de Honecker. Egon Krenz, le 24 octobre 89, donc un réformateur gorbatchevien, arrive aux affaires. Le 9 novembre, donc le mur tombe, et
du 9 novembre 89 au 3 octobre 90, 11 mois, donc 11 mois seulement pour que les deux Allemagnes se réunifient. Et Helmut Kohl, qui était le dernier chancelier d'Allemagne de l'Ouest, va devenir le premier chancelier de l'Allemagne réunifiée. Ce sont des événements tout à fait considérables qui se passent là, vous en conviendrez, lors de cette année 1989, auquel bien sûr il faut ajouter ce qui va se passer ailleurs. Donc j'ai évoqué le cas de la Pologne, j'ai évoqué le cas de la Hongrie, et puis il en ira de même en Tchécoslovaquie, où là ce sera Václav Havel, un ancien dissident libéré, et qui deviendra le premier président de la Tchécoslovaquie non communiste. La Tchécoslovaquie redeviendra un État libre comme elle l'était après le 28 octobre 1918. Grand symbole, et Havel sera acclamé au balcon du palais présidentiel, aux côtés de qui? Eh bien d'Alexandre Dubček, le fondateur du printemps de Prague. Magnifique image que je n'ai pas résisté de vous mettre en introduction de ce cours. Je trouve qu'elle est très belle et très emblématique surtout de la fin du communisme, de la fin de la guerre froide pour le monde occidental. Ça va néanmoins se passer un peu moins bien dans d'autres pays. En Roumanie, où le régime de Ceausescu, pourtant tellement loué dans les années dans les années 80, jusqu'au peut-être au tout début des années 80, mais surtout après la non-participation à l'écrasement du printemps de Prague en 68, devenu un régime complètement autoritaire, caricatural, à culte de la personnalité absolument ubuesque, eh bien une révolution éclate en Roumanie, en fait menée largement par les réformateurs, ceux qui veulent se débarrasser de Ceausescu contre le clan Ceausescu. Cette révolution donc qui commence au début de l'hiver 89, en décembre 89, verra l'arrestation, le jugement sommaire, il faut bien le dire, et l'exécution du couple Ceausescu dans une caserne de la grande banlieue de Bucarest. Le régime donc de Ceausescu se termine, comment dire, dans un bain de sang. Iliescu, un des réformateurs, arrivera aux affaires et ce sera ensuite une lente transition vers la Roumanie post-communiste. À peu près la même chose va se produire en Bulgarie, dans la Bulgarie voisine. C'est le régime de Todor Žižkov qui lui s'effondrera, mais un peu plus en douceur, mais néanmoins période longue de transition. Et puis aussi à la même époque, le successeur de Enver Hoxha, donc Ramiz Alia, remettra le pouvoir en Albanie. Qui elle aussi entrera dans une transition démocratique assez lente, mais plus difficile, on le voit dans les pays des Balkans. Et là où ça va vraiment mal se passer, mais nous aurons l'occasion de l'aborder la semaine prochaine, pour le dernier cours d'ailleurs, sera un des aspects, c'est la transition qui va se faire dans la douleur. Dans la Yougoslavie de Tito, Tito meurt au début des années 80, et ses successeurs ne vont pas arriver à gérer la montée ou la remontée des nationalismes, et ça va mener tout droit la Yougoslavie à une guerre civile qui va durer 10 ans, début des années 90 jusqu'au début des années 2000, c'est absolument considérable. 10 ans d'une guerre civile sur laquelle je reviendrai la prochaine fois, et près de 300 000 morts quand même, un véritable bain de sang là aussi qui aurait sans doute pu être évité. Alors voilà, nous arrivons au terme de cette deuxième partie, et on s'est beaucoup focalisé sur l'Europe, vous en conviendrez. On va voir que cette année 89 va être le prélude de la constitution des fondements de ce que l'on appellera plus tard le nouvel ordre mondial, qui va tenter de s'instaurer, qui va surtout aboutir sur un monde multipolaire, que je vous décrirai
largement dans l'ultime cours de la semaine suivante, ce monde multipolaire qui aboutit en fait, si vous voulez, à ce que j'ai pu appeler les nouvelles relations internationales, celles dans lesquelles pour lesquels, en tout cas, les grands axes nous concernent encore aujourd'hui. Donc, nous reviendrons sur les grands changements ailleurs, après donc une courte pause, comme nous en avons pris l'habitude dans ce cours. Donc, je vous retrouve tout à l'heure, après un peu de musique et quelques images. À tout de suite. Troisième et dernière partie du cours sur la fin de la guerre froide 1981-1989 avec donc les changements ailleurs, car il faut bien voir de façon globale cette année 1989, où beaucoup de choses auront bougé dans le monde et pas seulement en Europe. Certes, évidemment, la fin de la guerre froide en Europe occidentale aura été un événement majeur, mais c'est partout que les choses ont bougé cette année-là. Il y a des années comme ça dans l'histoire, on le sait, sur le temps de la chronologie longue, et là, donc, nous sommes au-delà maintenant, évidemment, du centre européen, du vieux centre européen, pour examiner un peu ce qui se passe ailleurs lors de cette fameuse année. Observons maintenant, penchons-nous sur les Amériques, sur l'Amérique latine, c'est-à-dire à la fois Mexique et puis toute la partie de l'Amérique du Sud, et où, comment dire, toute une série d'événements vont se produire, c'est-à-dire la fin, évidemment, progressive des juntes militaires qui avaient été mises en place pour lutter contre la guérilla, les guérillas communistes développées par par Castro depuis 1959, par le régime de Castro, par Che Guevara, qui avait répandu des guérillas communistes à travers toute l'Amérique centrale, l'Amérique latine, et afin de s'assurer d'une lutte contre le communisme, on sait, les États-Unis avaient favorisé la prise de pouvoir par tout un tas de juntes, donc c'est-à-dire de dictatures militaires fortement anticommunistes afin de lutter contre ces foyers de guérilla communistes. La même chose s'est produite en Afrique, le cas le plus emblématique en Afrique étant le régime de Mobutu, mis en place dans les années 60, Mobutu fortement militaire, fortement anticommuniste, et qui devait garantir un Zaïre, un des États les plus grands de l'Afrique, comme étant désormais dans le camp occidental. N'oubliez pas que ce soit l'Amérique latine, que ce soit l'Afrique, ces continents-là ont servi de lutte entre l'Est et l'Ouest pendant toute la guerre froide. La donne change là aussi, le régime castriste bien sûr est de plus en plus isolé, l'effondrement de l'URSS, tout ça n'arrange pas évidemment Fidel Castro qui est toujours au pouvoir, l'embargo est toujours là. Je vous rappelle qu'il faudra attendre quand même les années 2000, Obama, donc déjà bien avancé dans les années 2000 pour que cet embargo soit levé puis rétabli ensuite, et que Castro meure lui-même,
et qu'ensuite des réformes arrivent. On n'en est absolument pas là en 1989, le régime castriste, donc par contre se retrouve isolé, et il n'est plus temps de soutenir ces juntes au pouvoir dans les pays d'Amérique latine. Et simplement, progressivement, elles vont toutes les unes après les autres tomber. Ça commence dans le milieu, première partie des années 80, hein, où suite à une guerre de contestation de possession d'îles qui sont situées à l'est, sur la côte est de l'Argentine, et bien la Grande-Bretagne enverra des troupes, hein, et plus précisément, comment dire, une partie de sa marine, sa célèbre marine. Ce sera ce qu'on appelle la guerre des Malouines. Guerre des Malouines, donc, qui fera que les Britanniques vont effectivement défendre la possession de ces îles, une sorte de guerre dérisoire coloniale, si on veut. Les Britanniques gagnent cette guerre, et le régime argentin des colonels s'effondre. Hein. Donc en voilà un relativement important, les autres vont tous s'effondrer les uns après les autres. Je ne vais pas vous en faire ici la liste, mais le plus emblématique d'entre eux, c'est évidemment le régime de Pinochet au Chili. 1989, c'est terminé, Pinochet va quitter le pouvoir. En effet, le 11 septembre 73, le Chili, qui était jusque-là dirigé par un président de gauche, certes non communiste, mais considéré comme de gauche, hein, Allende, le président Allende, eh bien, est fortement soupçonné en 73 de vouloir établir un régime de type de Front populaire, d'alliance avec les communistes. Et là derrière, bien sûr, on a très peur du jeu des dominos, toujours, hein, qui font basculer les États, donc les uns après les autres dans le communisme, hein, vieille théorie, comment dire, des relations internationales des États-Unis pendant la guerre froide. Et le 11 septembre 73, eh bien, c'est le coup d'État de ce général Pinochet qui donc confisque la démocratie, installe une junte militaire et donc va en même temps se débarrasser du président Allende. Toujours des régimes extrêmement durs, arrestations massives, que ce soit en Bolivie, que ce soit en Argentine, que ce soit au Chili, que ce soit également dans d'autres États plus petits de la carte que je vous ai montrée dans la petite pause en images. Toujours est-il que là, il s'agit de la fin de Pinochet, il va rester commandant des armées, mais disons que au Chili et dans tous les autres pays d'Amérique latine, désormais des processus, hein, si vous voulez, démocratiques vont se mettre en place. La fin de Pinochet, c'est 1990, hein, on est vraiment très très proche, hein, au niveau des dates dans cette région. Et ce sera donc bien sûr un grand vent de liberté aussi qui va souffler sur l'Amérique latine, qui désormais va pouvoir tenter sa chance, elle aussi, de sortir de cette gangue oppressive et désormais de devenir des pays libres qui vont essayer, hein, de concurrencer aussi la grande influence économique des États-Unis. Hein, c'est une vieille rivalité qui dure depuis la décolonisation espagnole du continent, enfin du sous-continent d'Amérique latine, et qui va donc se poursuivre. Et c'est là que ça se met en place. Autre point important de la région, donc un peu plus loin, hein, une autre région où les choses vont changer, bah c'est donc ce qui se passe en Iran. Vous vous souvenez qu'en 1979, c'est le coup de théâtre absolu, le premier État islamiste, donc extrémiste musulman, s'installe en Iran, on renverse le Shah d'Iran, hein, j'en avais déjà parlé, ce personnage donc pro-américain qui était avait établi une sorte de monarchie se référant lointainement aux Perses, hein. Et ce régime pro-occidental donc est éliminé par cette révolution islamiste qui se base énormément notamment sur les revendications populaires, hein, en matière de vie quotidienne, etc. Et vous vous souvenez que le premier coup d'éclat de ce régime, dirigé par un ayatollah, chef religieux donc iranien, qui s'appelle Khomeini, eh bien ça va être d'enlever, hein, toute une partie du personnel de l'ambassade des États-Unis, de les prendre en otage. Grosse crise,
l'administration Carter, donc démocrate, celle juste avant Reagan, nous sommes, je vous le rappelle, en 79, va tenter une opération pour libérer les otages, menée par la CIA, qui sera un désastre, ce sera après de lourdes négociations, et il faut bien le dire, un lourd tribut à payer, que les otages pourront être libérés. C'est ce qui d'ailleurs solde, comment dire, la fin de la période Carter et l'arrivée de Reagan, le fameux grand vainqueur de la guerre froide dont on a parlé tout à l'heure, à partir de 1981. Mais voilà que Khomeini, 1989, meurt, et donc va s'ouvrir donc en Iran une lente mais intéressante quand même période de transition. Certes, les mollahs vont rester au pouvoir, il n'est pas du tout question de mettre un terme à la révolution islamiste, mais une ouverture incontestable va se mettre en place. Là aussi, les choses changent et évoluent. Autre point important, toujours un peu dans la région, ça va être ce qui va amener au processus d'Oslo en 1993. Là, ce sera sous le successeur de Bush, le fameux vice-président. Je vous rappelle les dates, Reagan, c'est 81-89, toute la fin du communisme et la victoire contre, de la guerre froide. Bush de 89 à 93, on aura l'occasion d'y revenir dans la prochaine séance sur le fameux Nouveau Monde. Et puis la période de Clinton de 93 à 2001. Et Bill Clinton, donc, qui est un démocrate et qui va effectivement voir à un moment donné se concrétiser avec ce processus d'Oslo, un processus de paix entre Israël et les Palestiniens, c'est-à-dire avec le fameuse poignée de main entre donc Yitzhak Rabin, président ancien militaire israélien, président de l'État d'Israël, et Yasser Arafat, le vieux leader de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine. Ça ne durera qu'un temps, mais c'est aussi durant cette période-là que les voies vers un processus de paix s'ouvrent pour aboutir en 93 à ce processus d'Oslo. Donc décidément, cette année 89, c'est une année franchement où partout dans le monde, la démocratie va progresser ou être revendiquée. Et puis, dernière zone de cette troisième partie, assez rapide, vous en conviendrez, mais qui est néanmoins importante à souligner, c'est le cas de la Chine. Alors la Chine, on s'en souvient, pro-stalinienne, bien sûr, à partir de 49, quand le régime de Mao va s'installer, et puis à partir du moment où en 53, Staline meurt, la déstalinisation se met en place, il y a rupture avec le grand frère soviétique, et les Chinois, la Chine va suivre sa propre voie. Une voie assez redoutable, il faut bien le dire, avec Mao, puisqu'elle sera basée sur des moments d'industrialisation forcée, qui vont évidemment mettre très à mal ce pays quand même particulièrement agricole, qu'il va falloir transformer à la force de la main, un peu comme avait fait Staline auprès de millions de morts dans les années 20 et 30. Et puis Mao va être aussi, pour à un moment donné conserver le pouvoir, ne pas le perdre face à des contestataires, créer ce qu'on va appeler la révolution culturelle. Tout ça, c'est les années 60-70, moment terrible où le parti va déclencher une gigantesque purge dans le pays, et toute personne considérée comme intellectuelle sera éliminée ou emmenée dans des camps de rééducation. C'est ce qui va se produire. C'est là-dessus que copiera notamment l'effroyable régime cambodgien de Pol Pot, qui sera un des plus grands génocides post-Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc pour toute cette période, particulièrement marquée aussi par la guerre du Vietnam, par la guerre du Cambodge, ne l'oublions pas. Et puis, la Chine ensuite va être modernisée, puisqu'une équipe de modernisateurs économiques autour de Deng Xiaoping vont entamer des réformes économiques, en s'inspirant d'ailleurs, puisque c'est à peu près à la même époque, un peu après, en s'inspirant des réformes que avaient tenté de mettre en place Novotny et les équipes réformatrices tchèques en Europe centrale, dans le bloc de l'Est. En Chine, ça va admirablement réussir.
un pays profondément commerçant, pays, comment dire, qui est doté d'une infrastructure portuaire tout à fait extraordinaire, pays de commerce, pays de liaison entre les différents pays de la région sur le plan économique, et ces réformes économiques vont évidemment absolument, comment dire, être un succès. Mais voilà, la fin des années 80, les idées aussi réformatrices à partir de 85, développées notamment par Gorbatchev, vont donc atteindre une bonne partie de l'intelligentsia de la Chine populaire. Hein. Un certain nombre, notamment de cadres du Parti communiste chinois, vont donc revendiquer eux aussi une voie de type de socialisme humain. Nous y revoilà, hein, la voie humaine du socialisme, socialisme à visage humain, etc. La Chine découvre ça en 1989, c'est-à-dire cette volonté tout simplement, et bien après avoir eu les réformes économiques, d'avoir des réformes politiques et de devenir une démocratie moderne comme toutes les autres. Et ce mouvement va se dérouler du 15 avril 1989 au 4 juin 1989. En plus, il y a un voyage officiel que fait Gorbatchev à ce moment-là, qui est savamment, comment dire, sécurisé par le Parti communiste chinois, afin d'éviter que Gorbatchev, par exemple, n'aille fraterniser avec les étudiants sur la place Tiananmen, parce que c'est au cœur de cette place Tiananmen hein, que pendant quelques semaines, quelques mois presque, eh bien, les étudiants vont se rassembler, ne vont plus la quitter. C'est une première occupation de place. Rappelez-vous des fameuses révolutions arabes dans les années 2010. Hein, vous vous souvenez de ça, avec les occupations de place hein, telles qu'elles avaient eu lieu, par exemple, sur la place, comment dire, Tahrir en Égypte, celle qui avait eu lieu comment dire, en Turquie aussi, et puis en Tunisie, hein, avec plus ou moins de succès. Hein. Et bien là, les Chinois inventent ça bien avant, presque 20 ans avant, avec la place Tiananmen et l'occupation de la place. Ils vont édifier un emblème, une statue de la liberté, pour bien montrer que leur attachement est à la liberté. Ils veulent la démocratie, ils veulent ce que, en gros, Gorbatchev a mis en place en URSS. Et là, évidemment, vous comprenez bien qu'il y a une scission qui va se faire au sein du Parti communiste chinois, hein, et que les réformateurs vont dans un premier temps arriver à préserver, à soutenir, à sauver le mouvement donc réformateur en promettant un certain nombre de réformes politiques, mais très rapidement c'est la vieille garde autour du ministre Li Peng hein, qui va prendre le contrôle hein, et imposer une solution telle que nous les connaissons malheureusement beaucoup, celle qui a été adoptée à Budapest, celle que nous avons vue à Prague, celle qu'on a vue aussi en Pologne plein de fois, et aussi avec l'état, comment dire, l'état de guerre du début des années 80 avec Jaruzelski. Eh bien, c'est la même chose qui est décidée. On va donc appeler des régiments avec des chars pour disperser les manifestants et mettre un terme à ce printemps de Pékin, tout simplement. C'est la décision qui est prise. Alors au début, ça va rater. C'est l'image que je vous ai montrée dans les petites vignettes que vous avez vues entre les deux cours, là, les deux parties du cours. Hein, vous voyez cet homme qui va, déjà cette foule énorme sur la place Tiananmen, la place centrale de Pékin, emblématique, hein, où d'habitude il n'y a personne, ou presque personne, et également cet homme seul qui va arrêter effectivement une colonne de chars. C'est une des grandes images emblématiques du printemps de Pékin, et les chars qui ne vont pas oser bien sûr l'écraser. Alors, tout cela ne pouvait pas durer, exactement comme l'ont fait les soviétiques à maintes reprises. On va appeler cette fois-ci des régiments venus de provinces lointaines, notamment de la Mongolie intérieure, notamment des régions du centre de la Chine, en expliquant il y a une révolution de type fasciste à Pékin, si tu veux sauver ta vie, ton métier, ta femme, ta fille, ton nid, ta vie tout simplement,
quotidienne, eh bien il faut écraser cela, etc., le plus vite possible. Et donc ce sont des troupes qui vont sauvagement, cette fois-ci, pénétrer sur la place et massacrer les étudiants rebelles qui avaient cru un temps que le printemps de Pékin eh bien, serait le prélude à d'une perestroïka, à une glasnost à la chinoise. Il n'en fut rien. Le bilan de cet écrasement du printemps de Pékin est absolument effroyable. Des dizaines de milliers de morts, probablement. On ne le saura jamais officiellement, très peu, hein, quelques dizaines, hein, mais sans certainement plusieurs dizaines de milliers de Pékinois et d'étudiants ont été, comment dire, écrasés par les chars, littéralement. Totalement occulté, évidemment, par l'historiographie chinoise. J'ai pas besoin de vous dire qu'après cela, une purge terrible va se déchaîner dans toute la Chine, afin d'éliminer évidemment les personnes qui ont été responsables de tout cela. Et le grand leader, un peu le Dubček, si vous voulez, de ce printemps de Pékin, Zhao Ziang sera arrêté et évidemment mis au secret jusqu'à la fin de ses jours, transformé en jardinier, souvent dit-on, c'est ce que l'habitude de faire ces genres de régimes, quand il s'agit tout simplement de fusiller les fameux leaders défaillants en question. Ainsi se referme donc ce cours. Vous avez bien vu donc que en l'espace de moins d'une décennie, le monde avait complètement changé. On se retrouve donc avec une superpuissance, hein, une hyperpuissance, dira-t-on d'ailleurs, avec les États-Unis qui ont gagné la guerre froide, c'est incontestable. Ils deviennent donc de facto désormais les gardiens de ce qu'on va appeler un nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que c'est que le nouvel ordre mondial? Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un ordre assez de théorie, comment dire, asservissante, bien loin de là. Il s'agit de rétablir encore une fois cette bonne vieille notion du droit qui doit primer sur la force. On espère que cette fois-ci les États-Unis vont en être le garant. Mais ils ne seront pas tout seuls parce que progressivement, eh bien, ce monde de liberté qui vient de renaître de cette année 89 va être très rapidement confronté à tout un tas de nouvelles crises et de tout un tas de nouveaux problèmes, hein, qui vont faire que, bien sûr, nous allons ensuite aboutir à un monde multipolaire, on le verra la prochaine fois, non seulement multipolaire sur le plan de l'influence politique, de l'influence militaire, mais économique bien sûr, mais aussi un monde où va proliférer l'arme nucléaire. Et ça va donner tout un tas de nouvelles tensions de par le monde que ce nouveau monde multipolaire va devoir affronter. Hein. Les États-Unis ne seront pas seuls à le faire. Hein. Il y a une Union européenne qui va se constituer à partir de 92, on le verra la prochaine fois, et ensemble, les Occidentaux, avec la Russie, en tout cas dans un premier temps, vont devoir affronter tout un tas de crises et de tensions d'un monde qui finalement entre en mutation et qui va donner naissance à de nouvelles relations internationales. Ces nouvelles relations internationales, ce nouveau monde qui va naître, tout simplement nous allons l'examiner la prochaine fois. Hein. Ce sera donc le dernier cours que nous aurons de notre chronologie. Nous serons alors le 10 décembre 2020 et nous examinerons donc le dernier chapitre vers des nouvelles relations internationales 1990-2001. 1990 parce que vous le verrez, c'est là que commencent les premiers problèmes. Cette grande guerre de Yougoslavie qui va poser énormément de problèmes, des problèmes au Proche-Orient, on le verra, et on clôture avec 2001, parce que 2001 est l'avènement, bien sûr, des événements du 11 septembre aux États-Unis qui vont déclencher
ce qu'on appellera la guerre mondiale contre le terrorisme, hein, qui aujourd'hui, même si elle a pris d'autres formes, est toujours le cas. Nous examinerons alors, comme nous avions examiné dans le premier cours ensemble, le cours sur le monde avant 14 et les relations internationales avant 14. Nous avons vu ensuite les nouvelles relations internationales dans les années 20. Nous avons vu ensuite la nouvelle donne de la guerre froide. Et bien là, nous examinerons donc les nouvelles relations internationales, les grands axes de ces nouvelles relations internationales après 2001, ce qui nous permettra de conclure cette promenade que nous aurons fait ensemble dans ce domaine. Alors, je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette chaîne où nous continuerons je continuerai d'y mettre les cours, jusque en tout cas au dernier que nous aurons ensemble, et bien sûr que vous pouvez revoir les fiches vidéo et plein d'autres choses sur cette chaîne. Je vous remercie, d'ici là portez-vous bien, à très bientôt.